Bonjour, bonjour à tous pour cet atelier de la Technopole. J'espère que vous nous entendez bien. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Julien Vicral de la Technopole de Saint-Brieuc. On organise en partenariat avec Lamballe Terre et Mer des animations sur l'innovation depuis maintenant un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'organiser une animation sur le sujet des femmes et de la création d'entreprises en mode start-up. Parce que c'est un sujet qu'on observe depuis longtemps en tant que Technopole, qui a cette mission d'accompagnement de la création d'entreprises innovantes. C'est quelque chose qui nous pose question aussi par les volumes de création qu'on voit et qui ne sont pas égaux entre création d'entreprises par les hommes et création d'entreprises par les femmes. Donc on voulait aujourd'hui prendre un temps pour s'interroger notamment sur les leviers pour que demain il y ait encore plus de créatrices en mode start-up qui soient des femmes ici en Côte d'Armor. On est accueilli aujourd'hui pour cet événement par l'écosystème, qui est un espace de coworking situé à Lamballe. Et donc, je suis avec Josette Vivier, qui est la cofondatrice de cet espace, qui va vous donner un mot de bienvenue et nous expliquer un peu d'où vient ce projet, qui est aussi un projet d'entrepreneuriat féminin. Et je te cède la parole. Ok. Pour resituer un petit peu ce que c'est que l'écosystème, donc l'écosystème, c'est un espace de coworking qui offre de l'espace de travail. Donc, on peut venir ici pour travailler seul dans un open space, on peut venir pour recevoir un client, travailler en petits groupes dans des bureaux fermés, on peut venir aussi pour faire des réunions, des formations ou des conférences comme aujourd'hui dans des salles de réunion, donc deux salles de réunion qu'on a à disposition. L'écosystème, sa mission, c'est vraiment l'entrée entrepreneuriat et territoire. Donc on a vraiment cette envie de développer, en tout cas de mettre en valeur, d'où le jeu de mots éco, ECHO, donc de mettre en valeur les initiatives portées sur le territoire et de permettre à des personnes d'avoir un lieu ressource pour trouver de l'information, pour rencontrer des professionnels, des experts qui viennent de tous horizons et de faire du lien et monter, pourquoi pas, des projets communs, quoi. Et donc l'écosystème, c'est une organisation un peu particulière puisque on est en société coopérative d'intérêt collectif, donc on a 23 associés qui font partie du sociétariat. Donc, on est 3 co-gérantes. Donc, il y a Isabelle Brunet qui est graphiste et formatrice et il y a aussi Valérie Châtaignier qui est là, qui est commerçante. Et donc, du coup, on gère le lieu à 3 et on a la chance d'avoir des bénévoles qui nous soutiennent aussi. Donc, 23 associés composés à la fois des dirigeantes et dirigeants d'entreprise. On a des structures d'accompagnement et voilà, comment ça se structure. Et on a un conseil coopératif qui permet de faire le lien entre l'instance décisionnelle qui est l'Assemblée générale de la SARL et puis la vie au quotidien du lieu, quoi. Ça marche. Voilà. Un bel espace de coworking, comme on en croise pas mal, et de plus en plus en Côte d'Armor, heureusement, et puis qui génère des effets sur son territoire. On est heureux, à travers cet événement, de contribuer à ça ponctuellement. Merci d'être là. Donc, merci Josette. Et on va passer du coup à un petit mot d'intro. On voulait, pour introduire la séance, vous montrer quelques chiffres issus de notre activité de Technopole. Donc, on a une mission d'intérêt général pour l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes. C'est la base de la mission technopolitaine qui nous est confiée par la région. Vous verrez que les contacts entrants, c'est ça, de porteurs de projets et de jeunes entreprises qui rentrent à la Technopole, on a un flux qui croît, mais la part des femmes reste durablement limitée dans ce flux de porteurs de projets, puisque ça en représente un quart, une part en petite augmentation. Et puis dans les entreprises créées, en 2018, on n'a pas eu d'entreprise créée portée par une femme. Et en 2020, on est à peu près à nouveau un quart des entreprises créées portées par des femmes. Donc, des entreprises en mode start-up créées sur ce territoire qui correspond à peu près aux 2 tiers des Côtes d'Armor. C'est un problème pour nous parce que on se dit que ça aurait vocation à être différent, à être sur un modèle où on aurait un équilibre entre les parts d'entreprises créées par les hommes et d'entreprises créées par les femmes. Il y a des choses sur lesquelles on a des leviers, et puis il y a des choses qui renvoient à l'organisation de la société, à l'organisation de l'économie, à l'éducation, etc. C'est pour explorer tous ces volets-là qu'on voulait aujourd'hui échanger avec des personnes qualifiées pour en parler. Donc 2 entrepreneuses qui vont nous rejoindre tout à l'heure sur une table ronde. Clarisse Lecourt, de l'entreprise Clarifarm,
à Saint-Alban et Tiffen Fox de l'entreprise Easy qui se présenteront tout à l'heure. On souhaitait aussi avoir des acteurs de l'accompagnement ou des réseaux autour de la création d'entreprises par les femmes. Ce sera Entreprendre au féminin avec Daisy Sussinon d'Entreprendre au féminin en Bretagne. Et puis Caroline Roger-Monieux de Femmes de Bretagne qui nous rejoindront sur la table ronde tout à l'heure. On aura aussi, comme d'habitude sur nos événements technopolitains, une séquence Success Story avec Delphine Rowe de Grand Ouest Étiquette, qui récuse peut-être un peu le terme Success Story par modestie, mais c'est une belle entreprise de Lamballe qui a un beau retour d'expérience à transmettre aux participants. Et puis on aura un pitch de start-up, donc avec la start-up Castine et Eric Trottel qui pitchera ce projet de start-up à la toute fin de l'événement en 5 minutes en mode pitch. Avant ça, la première séquence, c'est une séquence d'ouverture avec une personne qu'on connaît depuis longtemps aussi à la Technopole, qui est Karine Lerudulier, qui est avec nous. Donc Karine Lerudulier, je vais vous présenter, mais enseignante-chercheuse à l'IGR IAE de Rennes, spécialisée dans l'entrepreneuriat, l'éducation à l'entrepreneuriat, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'entrepreneuriat étudiant. Et puis, quand on t'a proposé d'intervenir sur l'entrepreneuriat féminin en mode start-up, tu nous as tout de suite dit oui et que ça t'intéressait de regarder les publications, les travaux faits sur ce sujet-là et de présenter une synthèse du sujet et de la façon dont il est traité au plan des études, au plan académique. Et du coup, on part sur une quinzaine de minutes avec toi, Karine. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai été présentée et en fait, quand on a fait cette petite conférence, je me suis dit, bah tiens, je vais partir d'un petit rapport d'étonnement. Et du coup, j'ai pris des définitions en fait faites par mes collègues en sciences de gestion et puis j'ai trouvé celle-là, celle de Madame de Sévigné qui disait que c'était la stupéfaction et puis je l'ai changée puisque c'était l'état de l'homme abasourdi en présence d'un spectacle extraordinaire. Alors, c'était quoi mon rapport d'étonnement? Eh ben, c'était de se dire, alors voilà, bougez pas. C'était de se dire, bah, finalement, voyez, les femmes et l'entrepreneuriat. Je vais développer deux choses. Je vais parler des femmes et de l'entrepreneuriat et de donner un petit peu ce qui m'étonne dans cette thématique des femmes et de l'entrepreneuriat. Et je terminerai en fait par ce que vous abordez plus précisément aujourd'hui, à savoir les femmes et puis peut-être les entreprises innovantes ou en tout cas les startups. Donc, si on regarde les chiffres premiers, eh bien, on se dit que par exemple, Initiative Bretagne en 2020 a accompagné 455 femmes et Julien, tu le disais tout à l'heure, c'est pas évident aussi dans le secteur des entreprises innovantes. Donc c'est fait presque 4 entrepreneurs sur 10. Ensuite, j'ai pris plusieurs chiffres des réseaux, hein, j'ai pris le chiffre de la BGE, 51% des femmes, ou j'ai pris, en haut je le vois plus puisque du coup je vois que le truc de GoToMeeting, eh bien j'ai pris les femmes qui sont soutenues par l'ADI. Voilà, alors vous m'excuserez si j'ai pas pris tous les réseaux, mais j'ai essayé d'en prendre quelques-uns, d'accord? Ensuite, ce qui m'intéressait, moi, c'était de se dire, alors je ne sais pas pourquoi, voilà. Ici, un chiffre encourageant. En tous les cas, en 2020-2021, alors je m'excuse pour le logo de Pépi de Bretagne parce qu'il apparaît en noir, mais lorsque je l'ai collé, c'était la couleur du PowerPoint. Donc en fait, sur 110 étudiants, entrepreneurs, eh bien en Bretagne, 42 d'entre elles étaient des femmes. Donc c'est plutôt des indicateurs forts. Sauf que quoi? Où est mon rapport d'étonnement? Eh bien, voyez, on a des chiffres, on dit 40 ou 50% de femmes sont accompagnées, etc., etc. Sauf que quoi? Si je vous demandais votre avis, hein, est-ce que les hommes créent plus que les femmes? Logiquement, vous allez tous me dire oui. Eh bien oui, c'est bien le cas, puisqu'en fait, écoutez, c'est vrai. C'est-à-dire que si je prends des chiffres anciens de 2002 à 2010, on est à 32%. Et voyez, j'ai mis un petit chiffre de 2018 et 2019, c'est-à-dire que il y a une étude qui prouve que globalement au niveau dans la majorité des pays au niveau mondial, eh bien les femmes créent toujours moins que les hommes. Et par exemple en 2018, les chiffres qui sont donnés au niveau national en France disent que les femmes ont créé 39% des entreprises individuelles. Donc ce chiffre-là de 2010, malgré qu'il ait augmenté, hein, eh bien on en est toujours à peu près un tiers. Donc ce qui est pas beaucoup quand même. Hein. Vous voyez, ça bouge pas beaucoup. Alors les femmes sont majoritaires dans la santé, dans l'action sociale, dans les services au ménage, dans l'industrie, dans l'enseignement. J'essaye de vous mettre à chaque fois les sources avec lesquelles je travaille. Hein, donc ça, voilà ce qui se passe.
Alors, par contre, il y a quand même, vous voyez, malgré ce petit rapport d'étonnement, parce que les femmes sont beaucoup accompagnées mais passent moins à l'action, il y a quand même des éléments positifs puisque une collègue qui étudie ça disait que de plus en plus, les femmes rivalisent avec leurs homologues masculins, de plus en plus, elles accèdent à des secteurs masculins et à des tailles d'entreprises aussi plus importantes et qui dégagent des profits. Et ça, en fait, c'est une collègue qui s'appelle Loris Alexandre qui travaille là-dessus dans une revue que je vais beaucoup citer, qui est la revue de l'entrepreneuriat. Alors, autre chose aussi, je trouvais qu'il était intéressant de prendre cet indice entrepreneurial français en 2018 qui dit que, vous voyez, 23% des femmes ont été inscrites dans une dynamique entrepreneuriale contre 37% pour les hommes. Donc, vous voyez, il y a vraiment quand même des écarts. C'était fait par l'AFE, la Fondation MMA, etc. Ensuite, comment ça s'explique? Eh bien, on trouve des articles qui disent que les freins subjectifs sont plus souvent exprimés par les femmes que par les hommes. Dit dans d'autres termes, les femmes vont dire ce qui va pas, alors que les hommes vont souvent un peu plus ne pas le dire, par exemple, etc. Alors, moi, j'y crois pas trop à cette slide. Vous voyez, la peur d'investir lourdement en termes de temps de travail, d'argent, de responsabilité. Bon, je veux dire, voilà, j'y crois pas trop. Simplement aussi, ça peut peut-être être aussi un manque de confiance en soi. Et vous allez voir qu'on va beaucoup aller en fait sur les explications de différences sur des éléments culturels. Alors ici, attention, attention, je vous fais une excuse par avance, c'est-à-dire que je n'ai pas mis tous les réseaux et je vous présente mes excuses. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Du fait de cet écart entre la création d'entreprises par les femmes et la création d'entreprises par les hommes, j'ai oublié un élément. Au départ, il y a autant de femmes que d'hommes qui, en général, franchissent les portes des réseaux. Si je prends par exemple l'exemple des réseaux consulaires avec les CCI, etc., voilà, il y a autant d'hommes que de femmes. Mais on l'a vu, après, les femmes passent moins à l'action, d'accord? Du coup, que s'est-il passé? Eh bien, dans beaucoup de pays, et notamment en France, on a fait des programmes en fait de structuration, puisqu'il y a des programmes en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, que ce soit au niveau européen, national ou régional. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ce que fait pour préparer cette présentation, par exemple BPI France. Si vous voulez vous dire, bah tiens, j'aimerais bien dresser un panorama un petit peu complet de ce qui est fait sur l'entrepreneuriat des femmes, ils ont fait, il y a des onglets qui sont dédiés et vraiment c'est très bien fait. Ici, vous voyez, en parallèle de ça, il y a eu des choses de fait sur la formation, je ne l'ai pas dit, sur les aides, sur les fonds de garantie mis en place, etc. Donc, il y a le niveau de l'État avec le SGAR, et puis après, il y a les niveaux, eh bien, je vais dire régionaux, et par exemple, ici, avec la région Bretagne. Il y a aussi des acteurs, puisque j'ai parlé aussi, vous voyez, de formation, eh bien, on parle aussi de création ou de structuration des réseaux, et en parallèle de ça, il y a aussi tout ce qui est l'aspect financier. D'accord? Donc, si on va sur le site du gouvernement, on va retrouver bien sûr le prêt d'initiative, le prêt d'honneur d'initiative France-Bretagne. On va parler de fonds de garantie, des aides, etc. et de l'intervention aussi des banques, bien évidemment. D'accord? Alors, j'ai trouvé, il y a plein d'éléments aussi sur le site je ne peux pas tout citer, mais de la Directe de Bretagne qui a fait, il y a eu une étude complète en fait que vous pouvez télécharger par rapport à ça. Alors, ici, si je prends l'exemple de la Bretagne, eh bien, on a mis en place des plans d'action régionaux pour l'entrepreneuriat des femmes et je suppose que parmi les personnes qui interviennent et les réseaux présents aujourd'hui, eh bien, un certain nombre étaient à la signature de ce PAR. Moi, j'y étais à ce salon EDO. Vous voyez, j'ai mis le sigle EDO au milieu. Et en fait, l'objectif, on a signé le 3e plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes avec l'objectif d'avoir 40% de femmes créatrices d'ici 2020. On n'y est pas, mais en tous les cas, tout ça se structure. Et vous voyez, j'ai mis, alors pour moi, en fait, dans ce PAR, je ne veux pas les citer parce que je ne veux pas faire d'impair et oublier des gens dans les réseaux de l'innovation et de l'entrepreneuriat, donc les technopoles, etc. Tous les acteurs, en fait, bien évidemment, les banques étaient et ont signé en fait ce fameux PAR. Alors, j'ai quand même mis quelques logos, c'est-à-dire que je m'excuse pour entreprendre au féminin, mais lorsque je le copie dans le document, eh bien, c'est comme celui tout à l'heure de Pépite Bretagne, il noircit, Femmes de Bretagne, le club des marraines. J'en parlais, enfin, il y a aussi bien d'autres clubs que je ne cite pas. Il y a un club de femmes sur Brest, sur Quimper, etc. Il y a beaucoup d'initiatives locales. Voilà.
etc. Alors ça, c'est pour se dire que, vous voyez, vu qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, eh ben, on a essayé de structurer en fait toutes ces actions, les réseaux, la formation, le financement, l'accompagnement, voilà, tout y passe. Alors, maintenant, je me pose, avant d'aller vous parler des femmes et des startups, je me suis dit, ben voilà, puisque je suis enseignant-chercheur en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat féminin? Alors, EDO, eh bien, merci Émilie. EDO, ça veut dire, excusez-moi, le salon Entreprendre dans l'Ouest, qui a lieu tous les ans et qui est un salon en fait régional de la création d'entreprises. Voilà, où tous les acteurs sont présents. Et je reviens du coup, merci de votre question, Émilie, parce qu'à EDO, je pourrais faire un rapport d'étonnement. Voilà, il y en avait un. Mon premier rapport d'étonnement, c'était de dire que les femmes créent moins que les hommes. Donc du coup, on fait des actions pour ça. Mais j'ai quand même été, et je ne sais pas si c'est votre cas, à chaque fois que je vais à ce salon Entreprendre dans l'Ouest, je suis impressionnée en fait par la dynamique qui existe aussi au niveau en fait des espaces qui sont réservés à l'entrepreneuriat féminin. Dynamique par le nombre d'acteurs qu'il y a et dynamique aussi par la présence des femmes en fait qui viennent en force voir ce qui existe au niveau associatif, réseau, etc., institutionnel pour les aider en fait dans leurs projets. Voilà mon deuxième rapport d'étonnement, mon deuxième étonnement. D'accord? Alors, l'entrepreneuriat féminin, eh bien, en fait, assez bizarrement, c'est une thématique qui n'a pas été traitée pendant longtemps dans la thématique de l'entrepreneuriat. Et puis, depuis quelque temps, il y a pas mal d'articles et on aboutit à ce que j'appelle, ou ce que les auteurs appellent, en fait, la maturité théorique incontestable, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des études. Alors, je vous en ai choisi quelques-unes. Donc, une première étude qui dit que on a interrogé 41 entrepreneurs françaises et on dit qu'il y a vraiment des interactions qui sont marquées par le genre, qui jouent un rôle essentiel dans la façon dont les femmes entrepreneurs construisent leurs relations et interagissent avec les parties prenantes. C'est-à-dire que le genre influence cela. D'accord? De plus, les femmes, malheureusement, sont confrontées à des stéréotypes sociaux enfouis dans l'inconscient individuel et collectif et ça façonne aussi leur définition d'elles-mêmes et en parallèle aussi la base de la légitimité de l'exercice de l'entrepreneuriat. Donc quelque part, vous voyez, avec ces stéréotypes, en parallèle de ça, elles doivent prouver en fait qu'elles savent faire, etc. Donc elles n'ont pas la tâche facile. Alors, mais des collègues, en fait, Aude d'Andria et Inès Gabaret, ont identifié 3 idéaux types en fait des femmes qui entreprennent. 1, par nécessité. 2, celles qui choisissent de faire une transition de carrière. Et 3, celles qui recherchent en fait l'équilibre travail-famille et la maternité. Vous connaissez peut-être le terme que l'on entend par le cas des mampreneurs. Hein. Donc, ces femmes qui sont à la fois des mamans et des entrepreneurs. Voilà. Alors, voilà une typologie. Il peut y en exister d'autres. Hein. Autre chose aussi, moi ce qui m'intéressait, c'était de se dire que en quoi l'entrepreneuriat des femmes est différent des hommes. Alors je m'excuse de la longueur de la slide, mais regardez. 1. L'entrepreneuriat des femmes se distingue de celui des hommes. Par quoi? Là, je trouvais que c'était intéressant de tous les noter et je me suis permis de vous les mettre. La personnalité, la performance, les motivations, le style de management, la prise de risque, les valeurs, l'entretien des réseaux, la gestion financière, la responsabilité sociale de l'entreprise, les obstacles et les secteurs d'activité. D'accord? Et puis, la taille des entreprises dirigées par les femmes est en général plus petite que celles qui sont dirigées par des hommes. Voilà ce que disent mes collègues qui essayent de classer les femmes en fait en une approche par le genre. Alors, est-ce que j'ai une collègue aussi qui s'appelle Tiffaine Lebègue qui parle de réussite de carrière entrepreneuriale, d'accord? Et en fait, elle dit que les équilibres entre les vies personnelles et professionnelles, sur la reconnaissance de l'entourage, sur le développement de soi-même et les résultats économiques influent, d'accord? Et donc, elle dit que les femmes sont portées par des critères intrinsèques de la contribution sociétale, c'est-à-dire que les femmes veulent participer à quoi? Elle dit que elle porte le fait de participer au développement économique des femmes, d'accord? Le fait d'offrir du bien-être aux clients, le fait d'avoir dans le travail en fait un sens de la profession et la volonté d'insuffler l'esprit d'entreprise ainsi que la création de stratégies de collaboration, c'est-à-dire qu'elle travaille en collaboratif et voilà. Et Tiffaine, en fait, Lebègue, elle considère que c'est ça, ces éléments déterminants. Voilà. Alors, se pose la question, du coup, puisqu'il y a moins d'hommes, de femmes
qui créent, eh bien, comment les accompagner? Et en fait, les auteurs en sciences de gestion se disent qu'il faut à la fois regarder des combinaisons individuelles et collectives, des modules mixtes et non mixtes, du coaching, de la formation, de l'accompagnement par les pairs. Et en fait, ici, au-delà de ça, d'avoir des formes d'accompagnement variées, il faut aussi un besoin de formation sur la structure genrée, c'est-à-dire aider les femmes à appréhender l'impact de la construction sociale des sexes, de leur réalité d'entrepreneurs. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit ça, donc ici, toujours pareil, les chercheurs se sont posé les questions, elles ont étudié les réseaux de femmes et tout ça, et elles se sont dit, qu'est-ce qu'il faut? Et comme c'est une population hétérogène, il faut favoriser la mixité dans les pratiques d'accompagnement, c'est-à-dire privilégier la richesse des échanges hommes et femmes. 2, des temps de collectifs d'échange et de partage entre femmes. Et 3, la mise en avant de rôles modèles de femmes qui constituent pour ces auteurs, en fait, c'est un article de 2018, en fait, un levier puissant. Voilà. Donc ça, vous voyez, les chercheurs, ils font des études, ils élaborent des théories, et puis ils se disent, pourquoi pas, peut-être que ce que je dis là n'est pas complet, je n'ai pas regardé la littérature anglo-saxonne, je me suis concentrée sur la littérature française. Voilà. J'en ai presque fini. Alors maintenant, puisqu'on parlait de femmes et start-up, alors voici maintenant mon deuxième rapport d'étonnement. Regardez, j'ai assisté à une matinale en fait qui était organisée, excusez-moi, nous sommes à Lamballe et je ne l'ai pas oublié, mais qui était organisée sur le territoire rennais. Et en fait, j'avais emmené mes étudiants pour aller voir, voilà. Alors, regardez, combien y a-t-il d'hommes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 8 hommes, je crois, ou 9, excusez-moi, et 2 ou 3 femmes qui sont tout au bout là. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, dans le milieu de l'innovation, eh bien, on a encore moins de femmes. Alors, je n'ai pas vu beaucoup d'études sur les femmes créatrices d'entreprises innovantes, et je pense que c'est un thème de recherche à part entière. Par contre, regardez bien, en 2019, les femmes sont moins de 11% des salariés français dans les métiers de la tech. Et c'est expliqué beaucoup pour la culture. Voilà. Ensuite, une petite étude qui disait que sur les startups, alors la startup, on ne va pas y revenir, mais sur 97 entreprises, les collègues qui font une étude en 2007, eh bien 96% sont créés par des hommes, d'accord? Donc peu de place quand même pour les femmes. Autre chose aussi, les fondatrices de start-up se heurtent à la discrimination liée au genre. Depuis 2008, elles n'ont reçu que 2% des investissements alors qu'elles comptent pour plus de 5% du nombre total des startups. D'accord? Donc, vous voyez, le financement pour les entreprises innovantes, c'est encore plus compliqué. Alors, il y a une collègue qui a fait, il y a une jeune femme en France qui s'appelle Marion Fleischer, elle a fait une thèse là-dessus et elle disait, c'est quoi les chances d'accès, de succès plutôt pour les fondateurs et les fondatrices de start-up? Alors d'abord, elle dit, c'est plutôt quand même des entrepreneurs diplômés de grandes écoles, des cadres en quête d'indépendance, d'épanouissement, et puis ou des héritiers ou des héritières en quête de distinction sociale. Et elle dit, on n'est pas tous égaux, n'est pas créateur de start-up qui veut. Et puis surtout, elle dit aussi, elle, qu'il y a des inégalités de genre à la question des discriminations. Alors pour terminer, regardez. 1. Les femmes qui ont été interrogées disent qu'elles sont victimes d'inégalités au sein du couple et de la cellule familiale quand elles veulent créer. 2. Celles qui ont réussi à être accompagnées et à toucher par exemple des subventions de BPI et à lever des fonds, elles disent qu'elles ont eu quoi? Regardez, je l'ai noté parce que je trouvais que c'était important, des propos sexistes et discriminatoires de la part des banquiers ou des investisseurs, doutant de leur capacité à consacrer un temps suffisant à leur activité, à tenir sur la longueur ou à gérer de front leur entreprise et leur famille. Bon, alors, on va terminer par une note un peu optimiste. Les startups qui comptent au moins une fondatrice sont 63% plus performantes que celles fondées exclusivement par des hommes. D'accord? Seulement, tu l'as dit, Julien, pour l'instant, alors ça c'est une étude d'Orange qui souligne ça. Pour l'instant, tu l'as dit, seuls 10% des startups sont créées par des femmes. Alors, pour terminer, eh bien écoutez, j'ai parlé de femmes, de réseaux, de financement, de formation, d'hommes, etc. Eh bien, moi, je vais vous dire que j'ai un rêve. Globalement, en fait,
on a mis en place tout un écosystème favorable qui continue en fait à s'améliorer. On le voit par le plan d'action régional, etc. Il y a beaucoup de choses. Les femmes font énormément de choses aussi dans leurs associations, etc. Mais j'ai un rêve, moi, c'est qu'un jour, eh bien, peut-être qu'on est loin d'arriver à l'égalité, mais peut-être que nous n'aurons, voilà, pour l'instant, j'ai le rêve qu'on arrive à l'égalité, mais c'est encore bien loin. Et du coup, les réseaux de femmes et tout cet écosystème favorable, je crois, encore de nombreuses années devant lui, puisque nous ne sommes toujours pas à l'égalité. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Ça marche. Bon, merci beaucoup, Karine. Je pense que tu as mouliné pas mal de données, pas mal d'études là-dessus. Tu nous entends? Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, par contre, je l'ai dit, hein, je m'excuse, je n'ai pas consulté la littérature anglo-saxonne et je n'ai pas cité tous les acteurs et les actrices sur le temps qui m'était imparti. Mais pour moi, je considère que ce soit les réseaux consulaires classiques, innovation et tout ça, tout le monde s'est emparé en fait de cette thématique féminine. Et bien sûr, en fait, il y a les associations de femmes dédiées. Et je les ai pas toutes citées, je m'en excuse. Ok. Les participants avec nous à distance à ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez la possibilité de poser des questions maintenant à Karine et puis tout à l'heure aux autres intervenants via le chat, la petite bulle de bande dessinée qui s'affiche normalement dans l'outil GoToMeeting. Si vous avez des questions, on peut en prendre une ou deux pour Karine. On va essayer de ne pas en avoir beaucoup plus pour éviter d'exploser le temps. Alors, moi, je vois pas de questions. Moi, j'en aurais une, c'est est-ce que tu vois, toi, des sujets de recherche à venir plus particuliers au sein de ce grand sujet et qui serait intéressant de traiter en Bretagne après toutes ces lectures que tu as faites? Oui, je me dis en fait, si tu veux, avec des collègues de l'IGR IAE, on a essayé de faire un espèce d'outil sur le moral des dirigeants, et je me dis qu'on pourrait le faire au niveau des femmes. Ça, c'est le premier point. Et après, quand je lis, en fait, si vous voulez, quand je lis, par exemple, quand j'ai regardé la littérature, finalement, je me suis dit, mais il n'y a pas tant que ça de choses, quoi, sur les entreprises innovantes et les femmes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la littérature sur, par exemple, les femmes qui créent une toute petite entreprise. Par exemple, une collègue qui s'appelle Tiffaine Lebègue, eh ben, elle a travaillé là-dessus. Mais finalement, quand je cherchais des choses, si vous voulez, sur les femmes et les startups, eh ben, je trouve pas énormément de choses, quoi. Vous voyez, voilà. Donc il y a plein de choses à faire sur peut-être la santé des femmes, peut-être sur leur morale, etc. Et puis je crois aussi qu'il faut qu'on aille étudier en fait les entreprises innovantes en région. Et enfin moi, Julien, c'est une piste de recherche que je pense je vais privilégier pour ma fin de carrière, puisque vous voyez, je suis quand même plus toute jeune et j'ai envie de me faire plaisir et d'aller sur des thématiques qui m'intéressent. Ok, bon, je pense qu'on pourra en reparler, en tout cas on sera heureux d'en reparler avec toi. Du coup, je vous propose de passer à la séquence suivante. Se sont installés pendant que tu parlais avec nous, Karine, les intervenantes de la table ronde sur laquelle on part maintenant pour une petite demi-heure. On va commencer par un tour de table, si vous voulez bien. Et puis, dans la foulée de la présentation de vous, de votre structure, si vous voulez réagir par rapport aux propos qu'on a entendus, vous en avez la possibilité aussi. On commence par exemple par toi, Clarisse. Bonjour, moi c'est Clarisse Lecourt, je suis la fondatrice et la CEO du laboratoire Clarifarm et je remercie, c'est Josette, hein, désolée, je ne suis pas bonne en prénom, sur son intervention et sa présentation qui me touche énormément. Chez Clarifarm, on est fabricant de dispositifs médicaux, compléments alimentaires et produits cosmétiques en santé de la femme. Nos métiers, c'est recherche et développement, c'est fabrication et c'est la distribution de nos produits, soit sur le canal digital, soit via des partenaires, des distributeurs internationaux. On est dans une trentaine de pays aujourd'hui. Et donc, vous avez énormément évoqué l'innovation, ça me touche. Nous, on dépose un brevet par an. Voilà. Et je crois en beaucoup de choses, je crois surtout en la mixité. Et d'ailleurs, chez Clarifarm, 100% des collaborateurs sont des femmes. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, j'ai envie de m'engager à embaucher autant d'hommes que de femmes. Et pour les salaires, c'est pareil, autant payer les mecs aussi bien que les filles. Je crois en l'énergie des réseaux. Et j'en ai reçu énormément quand j'ai créé l'entreprise. Et si je peux donner un peu de jus aujourd'hui aux femmes qui ont envie d'entreprendre, ça me fera du bien. Parce que ça m'énerve, ce constat. Ben oui. Ça m'agace. Voilà. L'énergie des réseaux, c'est exceptionnel. Et ouais.
Je dis, moi, j'ai réussi à entreprendre, à créer une start-up dans l'innovation. Tout le monde peut y arriver. Je ne viens pas de grande école. Je n'ai pas d'entrepreneur dans mon milieu familial. Je l'ai fait avec mes petits bras et en étant bien entourée. Et pour ce qui est de l'innovation, moi, je crois à nos limites. Quoi. Faut pas de barrière, pas de complexe. Et encore une fois, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Ça marche. On va revenir sur différents aspects de Clarifarm et de la façon dont l'entreprise a été créée. Si on poursuit le tour de table avec toi, Caroline. Waouh, Clarisse, c'est super, ça fait du bien. Voilà, et merci Karine aussi pour cette intervention. Donc moi, Caroline Roger-Moigneux, je suis la directrice du réseau Femmes de Bretagne, qui est un réseau d'entraide et de soutien entre femmes qui sont en création d'entreprise ou entrepreneurs. Donc, comme le disait Clarisse, je pense que se faire entourer, c'est aussi très très important. Voilà, dans des espaces, dans des échanges bienveillants. Donc nous, on est présente aujourd'hui dans 40 villes en Bretagne avec des coordinatrices bénévoles, des femmes entrepreneurs merveilleuses et engagées qui donnent de leur temps, organisent des rencontres pour réseauter, échanger, partager, et puis pour organiser des ateliers en fonction des besoins des adhérentes du territoire, pour justement en découvrir plus sur l'entrepreneuriat et oser. Je crois que Clarisse le disait tout à l'heure, Karine, vous l'aviez aussi souligné, la question de la légitimité, de la confiance en soi, c'est aujourd'hui quelque chose de très très important. Alors pas que, vous citiez tout à l'heure aussi d'autres pans, la formation, la mixité, voilà, qui sont aussi des forces et des clés du réseau comme les autres réseaux féminins. Donc, en tout cas, bravo pour ce témoignage. Et nous, on est là, on est disponible pour être à vos côtés, pour vous soutenir et vous accompagner. Et c'est ce qui fait le cœur du réseau aujourd'hui. On a plus d'1 millier d'adhérentes en Bretagne, donc c'est qu'il y a un vrai besoin et aussi un engouement pour partager et s'entourer. Ça marche. On va revenir sur les effets réseau. C'est un des propos qu'on va détailler aujourd'hui. Tiffaine. Donc bonjour, moi je suis Tiffaine Fox, la fondatrice de Easy. Donc moi je suis la bébé start-upeuse, puisqu'en fait on vient de démarrer depuis le milieu d'année dernière. Et comme je ne suis pas toute jeune, je rentre dans la case de reconversion professionnelle. Donc je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Et notre entreprise, c'est la valorisation des déchets de landes. Donc on travaille avec des réserves naturelles pour favoriser plus de biodiversité. Et on est bien content de voir ça en Bretagne, notamment sur notre GR34. Et tout ça pour en faire globalement un produit phare qui est le granulé de chauffage. Et un deuxième produit qu'on est en train de travailler en ce moment, donc le Scoop, c'est de la litière écologique pour nos petits chats. Voilà. Ça marche. Et puis on va revenir sur ton parcours professionnel avant, tout à l'heure, mais c'est une histoire en effet intéressante, l'histoire de cette envie entrepreneuriale. Daisy. Bonjour, alors moi je suis Daisy Zucino, je suis chargée de mission chez Entreprendre au Féminin Bretagne. Entreprendre au Féminin Bretagne est une association qui est née en 2008 dans le Finistère et qui a gagné du terrain pour être aujourd'hui sur les 4 départements bretons. On est sur le terrain 12 chargés de mission salariés et nous avons une équipe au sein d'Entreprendre au Féminin Bretagne de 11 administratrices. Voilà. Et nous portons 3 missions essentiellement, celle d'accompagner les femmes vers leur projet entrepreneurial, celle d'animer un territoire économique et un réseau de femmes entrepreneurs et de femmes en émergence d'idées sur le territoire, sur nos territoires et sur la région de Bretagne, et la mission également de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans le champ de l'entrepreneuriat. Merci Karine pour votre intervention qui matche bien entre les apports théoriques et ce que l'on pratique sur le terrain, ce qu'on rencontre également avec les femmes qu'on accompagne et qu'on reçoit. Voilà. Ok, ça marche. La première question, j'aurais envie de vous l'adresser à vous, Tiffaine et Clarisse, c'est si on remonte, si on prend les choses par le début, les envies entrepreneuriales, les envies d'entreprendre, elles sont nées comment, vous concernant l'une et l'autre? Peut-être en commençant. Alors moi j'ai eu une carrière avant, une première carrière pendant 20 ans dans des grandes entreprises, et j'ai eu la chance de faire plein de choses et d'évoluer et de continuer à avancer, ce qui était toujours important pour moi. Et puis au bout d'un moment, alors vrai ou pas vrai, mais j'ai eu l'impression de stagner ou de ne pas voir les prochaines étapes, les prochains chemins. Et donc je me suis dit, c'est pas grave,
j'y vais et je monte un truc. Et c'est comme ça, en fait, ça a démarré. C'est en se disant, si dans l'environnement où je suis aujourd'hui, je sens des limites, alors vrai ou pas vrai, en tout cas, c'était ma perception, et je vais aller ailleurs, et ailleurs, il n'y a pas de limite. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée. Ok. Et si je me souviens bien, il y avait eu déjà une logique d'intrapreneuriat. Tu avais été porteuse de beaucoup de projets aussi. En fait, j'ai eu la chance dans cette grande entreprise effectivement d'aller dans différents pays à l'étranger pour monter des boîtes. Donc en fait, la notion de démarrer de zéro, d'arriver la première ou la deuxième avec rien, ça je l'avais déjà. Donc c'est vrai que c'est rassurant. Et du coup, se dire, je le faisais pour quelqu'un, je peux le faire pour moi. Okay. Et après, l'autre chose, et si je peux passer un petit message, c'est de se dire, parce qu'il y a toujours le risque, ok, mais quand on le fait pour quelqu'un, on est quand même un petit peu protégé. C'est-à-dire que si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas nous qui cramons tout, quoi. Donc voilà. Et en fait, là, moi, j'ai levé ce verrou-là en se disant, c'est pas grave, je me donne ma chance, parce que, si je le fais pas, je m'en voudrais toute ma vie. Oui. Et 2, ça va marcher, de toute façon. Et puis, au cas où ça marche pas, ça me permettra de rebondir sur autre chose. Donc, j'aurai appris des choses et ça me permettra de passer à autre chose derrière. Donc, ça marche. Voilà. Les démarrages de AZ. Les démarrages de AZ. Un petit retour aux sources bretonnes. Et un petit retour aux sources bretonnes, accessoirement. Voilà, je vais trouver un petit peu partout. Donc, j'ai envie de revenir dans la région. Ça marche. Et Clarisse, toi, les débuts de Clarifin, alors c'était il y a quelques années déjà. Comment tu as eu la volonté de créer cette entreprise? En fait, c'est un croisement entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je suis un pur produit du dispositif médical. J'ai dû commencer en 99. Et j'étais, en tant que salariée, j'étais un taureau dans une arène. Je me suis ça me gonflait. Et j'avais pas eu le courage de créer. Et en 2012, j'accouche de mon deuxième enfant, ma fille Gilda, 4 kilos. Super. La sage-femme me dit pas d'épisio. Non, une grosse déchirure. J'ai pas pu m'asseoir correctement pendant un bon mois, le temps de la cicatrisation. Et étant du milieu du dispositif médical, il y a bien un produit quelque part pour protéger les points de suture aux parties intimes pour qu'on puisse s'asseoir sans avoir mal, quoi. Non, que dalle, rien. Espèce de désert médical, pas d'études cliniques, pas de prise en charge de cette galère féminine quelque part. Et là me vient une idée, je porte ma fille, je galère, j'ai mal. Je dis, il faut que je crée une coque de protection pour les parties intimes. Et aujourd'hui, ce produit s'appelle Claire Care, c'est un dispositif médical de classe 1 et il est breveté par tout le monde. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir un vagin quelquefois aussi pour innover. On va sortir les citations de ce... Et il s'avère que ce produit est aussi breveté pour les hommes. Alors, je vais la faire parce qu'on rigole aujourd'hui. Et il y a 2 fois plus d'anus que de vagin, donc 2 fois plus de business. Donc, allons-y, on va s'occuper de ces messieurs en deuxième produit. Donc, c'est vraiment un croisement entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et c'est vrai que c'est ce moment de vie là où on a un peu de temps, les mamans, m'a permis d'avoir la réflexion et puis d'oser passer le pas. Puis de consacrer l'énergie à un projet qui te ressemble aussi, j'ai l'impression que... Ouais. Alors c'est vrai qu'après le management masculin, mes expériences de management masculin n'étaient pas positives, ça c'est clair. J'avais pas l'écoute dont j'avais besoin, j'avais pas le management que je rêvais. Ouais. Et l'idée aussi de créer Clarifam, l'ambition d'avoir un management spécifique à mon image, avec le respect, l'écoute. En tant que femme, je ne veux pas faire de généralité de genre, on a quand même des gros avantages en termes d'écoute. Peut-être qu'on est un peu plus à l'écoute dans le management, qu'on écoute les autres avant de prendre des décisions. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a cette capacité versus l'homme. Je me plante peut-être, il y a peut-être des études là-dessus, mais oui, moi je le ressens comme ça. On peut poser à tous, c'est une question qu'il y avait pour plus tard, mais est-ce qu'il y a un type d'entrepreneuriat ou de management féminin? Ça peut être débattu, ce sujet. Karine semblait dire qu'en tout cas, il y avait des typologies d'entreprises créées par les femmes, notamment en termes de succès. Est-ce que vous avez cette impression-là, qu'il y a une façon de manager ou d'entreprendre quand on est une femme? Moi, je pense que le parti pris, on ne sait pas tout. Et j'ai souvent eu des boss qui savaient tout. Voilà. Okay. C'est ce qui a été dit à un moment d'ailleurs. Je pense qu'en tant que femme, on a plus facilement, on va dire, quels sont les problèmes ou ce qu'on ne sait pas. Et ce qui est moins facilement dit par nos collègues de temps en temps masculins.
Okay. Donc voilà, ça en tout cas, moi je l'ai vécu et c'est vrai que, et du coup c'est assez intéressant parce que quand on se retrouve au milieu d'un management mix, le fait de le dire, ça, par la partie en face, ça peut être aussi perçu comme une faiblesse, alors qu'au contraire, moi, comme toi, je pense, on me considère plutôt comme une force, savoir dire je sais pas, ou autant, ça j'y connais rien, comment on fait, voilà. La spécificité serait peut-être de la surconfiance masculine ou d'une partie. Peut-être pas de la surconfiance, mais peut-être un orgueil, comme tu Ouais. peux y dire. C'est compliqué de montrer ses faiblesses. Moi, je m'en fous. Hein, Est-ce que quand l'envie entrepreneuriale montait chez vous, est-ce qu'il y a eu des figures qui ont été importantes? On a parlé de role models avec Karine tout à l'heure, c'est un terme anglais, mais ça renvoie aux figures auxquelles on s'identifie, qui donnent envie de suivre leur chemin. Alors, je sais qu'il y a... Alors moi j'en ai une, et alors comme on est sur role model, en fait je suis dans mon histoire, je suis mariée avec un Anglais, et je pense que ça a un peu libéré les chakras, parce qu'en l'occurrence, entre la France et l'Angleterre, il y a quand même peut-être une petite génération de différence. Donc voilà. Donc quand je m'expliquais tout ce que je ressentais et vivais, de temps en temps, mes copains, mon mari anglais, me disaient c'est un peu bizarre ton histoire quand même. Et donc moi, mon rôle modèle, c'est Mary Portas, qui est une gourou du retail. Et quand on la regarde avec des yeux français, on se dit c'est pas possible, ça peut jamais marcher. C'est juste pas possible. Et en fait, justement, sans casser son style, en gardant tout son style, en se gardant tel quel, elle a réussi à lever des verrous. Et pour moi, ça a toujours été un de mes rôles modèles, en me disant si un jour je peux choisir avec qui je dîne, Mary Portas. Les gens regarderont notamment Okay. Et alors de ton côté, Clarisse, je crois qu'il y avait aussi des figures, mais je ne sais pas qui sont des figures. Non, pas d'entrepreneurs. Il y a des hommes dans le sport. Moi, je veux dîner avec Michael Jordan. On peut se faire un caricature. Ouais, Michael Jordan, c'est impressionnant, quoi. Personnel. Okay. Il est sûr de lui, il a une confiance incroyable, et je vois, ça, pour moi, c'est un modèle. Après, un autre modèle qui me plaît, c'est, vous vous souvenez du 400 mètres à 92? Les mecs au relais, aux Jeux Olympiques, au championnat du monde, ils gagnent. Ils n'avaient pas les meilleurs temps à 4 ans. Quand tu additionnais les 4 temps, ils ne gagnaient pas face aux Américains. Et le passage du relais était tellement parfait qu'ils ont éclaté les Américains. Alors voilà, l'équipe, le sport, ouais, j'aime bien. Quoi. J'ai beaucoup de sensations avec ces performances. Et c'est parce que tu faisais du sport toi-même que tu avais cette capacité à t'intéresser aux réussites sportives et au parcours. J'ai basket à Saint-Brieuc. Voilà. Basket à Saint-Brieuc, voilà. Est-ce que c'est un déterminant d'une création de start-up? Pas forcément, mais au sein de mon club en tout cas. Oui, je pense qu'on y apprend des valeurs. Hein. Bien sûr, le sport, il y a beaucoup de valeurs, mais les valeurs du sport peuvent être des sources d'inspiration dans l'entreprise, c'est évident. Et effectivement, il y en a pour rebondir sur les rôles modèles. Karine le disait tout à l'heure, et là on voit bien que ça vous a quand même inspiré. Et je pense qu'aujourd'hui, on a deux rôles modèles qui sont en train d'en inspirer d'autres. En tout cas, on le sent. Enfin, je pense que vous changez peut-être aussi de posture, et c'est l'idée de pouvoir témoigner et devenir, comme vous disiez, tel qu'on est, et de pouvoir transmettre aussi la réalité. C'est toujours facile, hein, créer, voilà, mais aussi de dire qui on est. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on porte au sein de Femmes de Bretagne. On réalise 50 portraits inspirants par an, un par semaine, avec des femmes du territoire qui ont osé, qui sont allées pour aussi inspirer les autres femmes du réseau et se dire à travers elles, pourquoi pas moi? Voilà, finalement. Parce qu'on voit aussi des très très beaux rôles modèles avec des grosses storytelling, il en faut, ça inspire aussi, hein, notamment les jeunes filles, et je pense qu'il en faudra plus d'ailleurs dans les rôles modèles qui sont souvent inspirants pour les jeunes filles, notamment sur l'entrepreneuriat. Michelle Obama, voilà, il en faut, mais il y a aussi des femmes du territoire en Bretagne qui ont osé, qui créent de très très belles entreprises et qui sont comme vous, je pense, ces rôles modèles inspirants, que plus vous serez mis en avant, vous serez vu et entendu. Et en tout cas, nous, on est persuadés au sein des réseaux que ça fonctionne et que ça a un impact pour que d'autres femmes vous suivent et elles aussi osent, innovent sur leur mouvement. Caroline, si tu avais un nom de rôle modèle dans le réseau Femmes de Bretagne, je crois que tu as une idée en tête d'une créatrice d'entreprise particulièrement inspirante. Oui, alors en mode start-up, et au sein du réseau, j'en ai 10 000, parce que je pense que tout le monde, toutes les femmes qu'on rencontre, et je pense que l'entrepreneur féminin, c'est pareil,
on est face à des femmes qui ont des histoires de vie, des parcours qui des fois font des switches vraiment avec des prises de risques, qui osent, qui y vont. Voilà, en mode start-up, on a au sein du conseil d'administration Alice Casvez qui a cofondé donc la start-up Ocode qui fait du marquage d'objets via la blockchain pour éviter les contrefaçons, qui est vraiment en train de décoller et qui est une très très belle entreprise. Ils sont en train de recruter, ils sont incubés. Voilà, donc on a aussi des femmes qui sont dans l'innovation. C'est aussi possible quand on pense que ça l'est. Et quand on s'entoure, tout à l'heure, Clarisse, voilà, le sport, le collectif, le passage de relais, on parlait tout à l'heure de la différence peut-être dans les femmes sur la façon de s'y manager. Il y a souvent quelque chose qui revient chez les femmes qui ont entrepris et qui ont des belles histoires entrepreneuriales, c'est le collectif. Le partage du pouvoir, d'accepter les failles, les faiblesses et d'oser se faire entourer. D'être entouré, de créer des synergies avec d'autres à travers leurs entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui... Ok, je reviens à vos deux histoires entrepreneuriales. Est-ce que, donc on sait d'où elles viennent un peu, on a une idée de comment vous êtes amené à créer. Est-ce qu'une fois l'entreprise créée, vous sentez que vous avez eu affaire à des obstacles qui se posaient à vous en tant que femme, à des freins que vous rencontriez en tant que femme? Je crois que les vécus sont différents là-dessus. Peut-être que je te propose de commencer, parce que tu es la plus jeune entrepreneuse. Petit bébé. Alors, moi, pour l'instant, non. Et j'ai envie de dire au contraire. C'est-à-dire que, alors, peut-être parce que je l'ai vécu dans ma vie d'avant, donc je me suis un peu blindée quand même. Donc ça joue peut-être aussi. Mais en fait, aujourd'hui, en tout cas, mon sentiment, c'est qu'on est justement dans plutôt un moment où on favorise l'entrepreneuriat au féminin. Donc, quand on arrive pour un pitch ou devant des banquiers, ou etc., bah, globalement, j'ai plutôt l'impression qu'être une femme, c'est plutôt un avantage. Voilà. Alors, sans le surjouer, etc., c'est pas le but, il faut quand même connaître son truc, c'est pas juste être une femme qui fait que ça va le faire. Mais en connaissant son truc, je pense que c'est plutôt une femme en ce moment. On le verra dans le futur. Mais pour l'instant, ça va. En tout cas, la mentalité change normalement, donc cette expérience récente, elle est intéressante. Toi, Clarisse, tu as un certain nombre d'expériences. Notamment, on a parlé avec Karine tout à l'heure du sujet du financement lié à ça, qui reflète quand même un accueil parfois biaisé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un momentum intéressant pour l'entrepreneuriat féminin et c'est bien parce que les choses bougent. Il y a beaucoup de communication autour de ça et moi, je suis vraiment super contente. Pour parler de mon expérience, ouais, avec des phrases choc qui m'ont choquée, qui m'ont énervée. Je me souviens d'un pitch où j'avais mis une jupe. J'ai eu des remarques sur ma petite jupe. Je me souviens d'un rendez-vous avec un fonds d'investissement et alors il faut savoir, il y a une super étude de Harvard Business School qui dit que quand une femme pitch pour aller chercher des financements, plus des 3/4 des questions sont basées sur comment tu sécurises ton business et non pas comment tu vas faire du business demain. Et inversement avec les mecs. Donc ça, c'est pas normal. Il faut le dénoncer. Et à la rigueur, même quand tu vas pitcher pour aller chercher, enfin, maintenant, si je pitch et qu'on me pose trop de questions sur la sécurisation de mon business, limite, je leur rentre dedans. On prend de l'épaisseur, à force. Donc déjà, c'est le premier truc. Quand on voit ce que disait l'étude de la personne qui a présenté avant nous, c'est 5% des femmes lèvent des fonds, 95% des hommes, vous validez ouais. C'est quoi ce bordel? Ça va pas. Et donc, pour parler de mon expérience face à un fonds, le mec m'a demandé comment je gérais ma famille le soir. Est-ce que tu poses cette question à un gars? Et je lui ai fait cette réponse. C'est tellement... Et je suis parfois, non, ça va, je gère, t'inquiète. Parfois, par contre, je suis pas très bien épilée. J'ai pas le temps d'aller chez l'esthéticienne. Et là, le gars, il me fait, ah, mais ça regarde ton mari. Je fais, bah voilà, ça te regarde pas, quoi. Voilà, je l'ai eu. C'était il y a 2 ans. Voilà. Donc, c'est aussi une expérience récente et il reste aussi des... Tu réponds à ça, quoi. Comment tu gères ta famille le soir? Comme ça. Je sais pas. C'est la folie. C'est affolant. Moi, l'écho que ça fait dans vos 2 témoignages, en tout cas par rapport nous à ce qu'on peut rencontrer des femmes que l'on accompagne et que l'on reçoit, c'est vraiment cette question finalement de la femme que vous êtes dans vos projets et dans l'équilibre des deux à mener. Et finalement, dans le projet entrepreneurial que vous portez, on va regarder ou l'un ou l'autre. Et nous, on accompagne vraiment les femmes à essayer de réunir justement ces plusieurs sphères de vie
Et une fois encore, cette légitimité que vous allez avoir à pouvoir présenter votre projet comme un tout, sans être obligé de cloisonner entre le projet, la femme que vous êtes, la mère que vous êtes, la femme créatrice, pleine de loisirs, pleine d'envie, c'est aussi ce qui va faire les femmes entrepreneurs que vous êtes demain. Et c'est cette question de la confiance dont on parlait tout à l'heure, s'il y avait un mode spécifique des femmes à entreprendre, c'est peut-être dans cette complémentarité justement des sphères de vie qui font un tout, et les hommes peut-être entreprennent différemment justement de ce point de vue-là. C'est que les femmes composent avec tout ce qu'elles sont, et elles sont entrepreneurs tout autant. Est-ce qu'on demande à un homme comment il gère sa famille le soir? Pas du tout. Absolument pas. Ça va pas. Et ce côté justement de prise de parole et de communication, c'est ce qu'on peut travailler justement dans les accompagnements à la fois individuels et collectifs. C'est comment on va parler de la femme entrepreneur que l'on est, en mettant également cet ingrédient de la femme que nous sommes dans les projets entrepreneuriaux. Et sans avoir besoin d'être questionné sur ces sphères-là, mais en étant aligné justement face à des financeurs, face à des acteurs, face à tout un écosystème autour du projet entrepreneurial. Le sujet de la confiance, c'est un truc que vous travaillez plus particulièrement à Femmes de Bretagne. Est-ce que tu peux... Entreprendre au féminin, pardon, excusez-moi. Est-ce que tu peux nous parler du public d'Entrepreneurs au féminin, qui est un public de la création d'entreprise par les femmes, peut-être pas celui qui crée des startups derrière, Demain, on espère. Mais demain, on espère. Et de la façon dont vous travaillez le sujet de la confiance pour ces publics-là. Est-ce que tu penses que ça pourrait être appliqué à des créatrices en mode start-up également? Effectivement, chez Entreprendre au féminin Bretagne, on reçoit des femmes qui portent des projets extrêmement différents. Donc, pourquoi pas sur le champ effectivement de l'innovation et de la technologie. C'est pas le cœur effectivement des femmes que l'on reçoit. Pour autant, cette question de la confiance, elle est vraiment, alors, elle est un des freins que peuvent rencontrer les femmes. Pas forcément le frein, je disais tout à l'heure, cette question finalement, elle se présentait pas forcément. Et on la retrouve, certaines femmes ne l'ont pas, cette question de la confiance. Pour autant, si elle se présente et si elle est un des freins à l'entrepreneuriat, les méthodes avec lesquelles nous on travaille, c'est à la fois de mettre en avant l'individu, donc l'individuel, au travers d'entretiens de positionnement qui vont permettre aux femmes de pouvoir parler de qui elles sont, de pouvoir parler de qui elles sont dans leur projet, de pouvoir parler du projet, de pouvoir parler de l'écosystème aussi dans lequel s'inscrit ce projet-là, le territoire sur lequel elles vont créer. Et une autre méthode avec laquelle on travaille sur cette question de la confiance va être le collectif. Tu en parlais tout à l'heure, Caroline, c'est vraiment cette question du collectif, c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à co-construire aussi autour d'un projet. Mais travailler ensemble, c'est pas forcément se désapproprier son projet, c'est justement apporter, recevoir, prendre du recul par rapport aussi à son projet entrepreneurial pour voir comment élargir le champ des possibles et comment faire par rapport à un autre stade qui va être celui de passer sur le terrain, d'être confronté aux acteurs de l'écosystème autour du projet et du coup de valoriser la parole de la femme entrepreneur en gagnant en confiance, en lui permettant justement d'être plus légitime. On aurait plein d'outils à présenter autour de tout ça, mais je pense que les deux grands leviers avec lesquels on travaille autour de cette confiance de la femme, c'est vraiment la femme dans ce qu'elle est individuellement et la femme dans ce qu'elle est dans le collectif. Et on a plutôt, enfin, on fait ce travail-là avec une approche psychosociale qui va réunir les deux. Juste un point, pour comprendre cette idée d'individuel et collectif, Entreprendre au féminin Bretagne est un organisme de formation. Oui. Donc du coup, on a à la fois un parcours d'entretien individuel et un parcours de formation déployé 2 fois par an qui permet effectivement aux femmes d'apprendre justement cette professionnalisation de l'entrepreneuriat. Et quand on parlait de cette formation qui s'appelle Émergence de projet, Émergence d'entrepreneurs. Émergence d'entrepreneurs, on se disait justement que par rapport à la typologie du mode startup où il faut déjà avoir une bonne confiance au moment de démarrer parce qu'on s'attache à des montagnes, ça pouvait être quelque chose qui pouvait s'inscrire dans l'amont. Alors, oui. Je sens qu'il y a une réaction de votre côté, non?
Non, tu parlais, tu as dit quoi? Confiance, hein, quand tu crées ta start-up. Ouais. Inconscient, je veux être taré. Inconscient. Confiance et inconscience. Sinon, c'est ça sera quelque chose de simple, c'est-à-dire d'essayer. J'essaye. Ouais, j'essaye et je m'essaye. Ce qu'on peut espérer en tout cas, c'est qu'il y ait des entrepreneuses type entrepreneur féminin qui aient fait leurs premières armes sur des créations d'entreprises individuelles, puis qui là aient pris peut-être le niveau d'inconscience dont on parle ou de confiance, en tout cas qui aient envie d'aller plus loin en mode start-up derrière. Du côté de Femmes de Bretagne, je sais que tu dois nous laisser à 14h. Peut-être l'effet réseau. Vous, c'est ce sur quoi vous parliez beaucoup. Tu as parlé de la mise en valeur des rôles modèles, c'est aussi la rencontre et l'effet de sororité. Le terme a été évoqué, je ne sais pas si c'était avec toi aussi, avec quelqu'un d'autre. Comment ça marche l'effet réseau? Quelle méthode à nouveau vous mettez en place? Alors nous, à la différence entre Entreprendre féminin, on n'est pas sur du parcours de créa et c'est très complémentaire. Et d'ailleurs, on invite les femmes à vraiment participer au parcours d'émergence parce que ça les structure, ça les aide. C'est aussi des étapes très, très intéressantes à passer. Nous, au sein du réseau, l'idée, c'est de fédérer, de parler assez librement, comme vous faites là aujourd'hui, sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Alors effectivement, il y a le réseau s'est créé et tient aujourd'hui sur cette sororité qui fait que les femmes échangent entre elles, assez simplement. Donc c'est de l'intelligence collective, hein, voilà, qui aujourd'hui se met en branle sur le territoire avec l'aide de tous les réseaux, que ce soit les consulaires, les réseaux d'accompagnement féminin, mixte, et qui aujourd'hui donne cette place-là aux femmes. Je suis d'accord avec toi, aujourd'hui il y a un créneau. Il y a un créneau qui portait aussi sur l'entrepreneuriat féminin, y compris par les partenaires, les bancaires, il y a un accueil et une écoute qui est particulière. La réalité, cependant, aujourd'hui, c'est que sur les montants de prêts, sur les montants de garantie, sur le montant de levée des fonds, les femmes sont bien en dessous encore aujourd'hui de cette question du financement de leur entreprise. Et c'est le nerf de la guerre, en tout cas pour nous aujourd'hui, il y a un vrai nerf de la guerre, c'est le démarrage, si on parle de start-up ou même de créa quel qu'il soit, c'est de se faire entourer et de penser d'avoir un partenaire bancaire. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes en Bretagne créent sur fonds propres, en micro-entreprise, ce qui peut être une étape pour se lancer, mais qui circonscrit le modèle à un modèle petit. Et donc, au sein du réseau, ce qui fonctionne, c'est aussi de mettre en lien des femmes comme vous qui ont aussi osé, dans cette inconscience, mais qui est quand même un peu, on sent quand même un peu maîtrisé parce qu'il y a aussi un parcours personnel qui ouvre dans l'entourage qui permet d'y aller à un moment donné. Mais c'est de se faire entourer, accompagner et d'oser. Et oser aussi voir le modèle dans lequel vous vous lancez, mesdames qui nous écoutez aujourd'hui, peut-être plus grand que ce que vous auriez pensé au début. Et donc, allez-y. Et c'est ça aussi de travailler en mode start-up et de se lancer, c'est peut-être de voir plus grand et avec un développement. Voilà. Okay. Un mot, puisqu'on arrive sur la fin de la table ronde, un mot justement de conseil, comme tu le faisais à l'instant, aux entrepreneuses aux potentielles entrepreneuses, gens qui ont une idée en tête, qui nous regardent ou qui regarderont le replay de ce webinaire. Quels conseils vous donneriez les unes et les autres, peut-être en commençant par toi, Clarisse? Moi, je pense que c'est bien d'aller taper à la porte d'un réseau qui va déjà vous donner des bons relais. Le juridique, hyper important, la base de la société, parce que voilà, on paye pour savoir et ça coûte cher. C'est hyper important, structurer juridiquement comme il faut, aller prendre du conseil chez ceux qui ont déjà créé, hyper important. Et puis une étude de marché qui tient et valider la faisabilité du produit, quoi. Je pense qu'il y a des rêves, c'est important, il faut penser grand, il faut oser, mais il ne faut pas se planter non plus. On peut éviter des catastrophes en validant le juridique, le financier et la faisabilité. C'est la base. C'est bien structurer ça en allant chercher le conseil chez le réseau. Si on n'a pas le réseau ou la compétence. Ça marche. En tout cas, ici, il y a des réseaux. Toi-même, tu fais partie d'une organisation qui s'appelle la French Tech Saint-Brieuc Bay, communauté de start-up sur ce territoire. Et dans ce cadre-là, tu mentors des entrepreneurs, mais demain peut-être des entrepreneuses aussi. Dans la bienveillance, dans l'éthique, avec un échange de bons conseils, des bonnes pratiques, c'est hyper important. Moi, j'aurais aimé le trouver tout au début, voilà. Je n'ai pas forcément été frappée au bord des réseaux, je le regrette. Je n'ai pas pensé à ça, en fait. Et c'est bien qu'il y ait beaucoup de communication autour de ce type d'acteurs, c'est essentiel. Et ouais, aujourd'hui, je suis à la French Tech et
et je prends énormément de plaisir à accompagner une start-up en ce moment. Et je suis aussi à Réseau Entreprendre et à l'APM. L'APM, c'est un bon réseau quand on est entrepreneur. C'est passionnant. Ça marche, donc s'entourer, réseauter avec les bonnes personnes, Ouais. et puis en effet, pas forcément payer pour ce qu'on peut trouver avec de bons mentors et de bons acteurs qui se mobilisent bénévolement. Et un dernier conseil, ouais. Tu ne payes pas pour voir, pas de retainer. Si tu veux des partenaires, ils gagnent à la gagne. Voilà, Okay. Hyper important. Ça aussi, je me suis plantée. Non, mais pas de retainer. Voilà. Retainer? Bah, tu payes pour voir, en fait. Okay. Tu payes une prestation tous les mois, et il y aura peut-être un succès, je sais pas, dans différents domaines. Donc, c'est pas acceptable. On paye à la gagne. Pas être trop gentil ou trop naïf. Oui, voilà. D'autres conseils ou mots de la fin pour les gens qui nous regardent? Les conseils que vous donneriez à une personne qui envisagerait d'entreprendre? Cette question de sortir de l'isolement ouais. et du raisonnement qu'on peut avoir quand on porte une idée ou même une envie, de pouvoir en parler, de pouvoir trouver un réseau, effectivement, hein, je pense que ça passe vraiment beaucoup par les réseaux. Et le réseau qui nous va bien, moi j'ai envie de dire, il faut trouver celui qui est confortable pour permettre justement de gravir ces échelons vers la création. Et vraiment, c'est sortir de l'isolement. C'est vraiment partager le projet. Okay. Et je compléterai, moi, avec juste un conseil qui, pour nous permet d'avancer de manière claire aujourd'hui, c'est de passer du temps et certainement dépenser un peu d'argent pour avoir une stratégie de marque claire. Parce qu'avoir une stratégie de marque, connaître ses valeurs et qui sont en alignement d'ailleurs avec qui on est, etc., c'est indispensable pour pouvoir aller plus vite après. Okay. De ce point de vue-là, alors, prenant le risque d'essentialiser l'entrepreneuriat féminin, j'ai l'impression que les femmes qu'on accompagne en création d'entreprise, on aligne beaucoup mieux les choses en termes de com, de stratégie de marque, etc. Reste beaucoup moins dans la technicité d'un produit ou d'un service numérique et arrive à du coup partager ce projet-là avec plus de gens, et t'en es un exemple. Félicitations. Merci à tous. Peut-être on a un mot de la fin. Alors, on peut prendre une question, s'il y a une question. C'était une suggestion de Marilène, se faire accompagner pour définir sa stratégie et prioriser ses actions pour être efficace. C'est logique. On peut prendre des questions par le chat. Je suis désolée, je dois vous laisser. Donc voilà, merci en tout cas pour cet échange. Si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur le site www.femmesdebretagne.fr. Vous dire aussi que le montant de l'adhésion à l'association est de 45 € aussi, parce que effectivement c'est un coût très solidaire et de soutien qui ouvre droit à l'ensemble des ateliers et des rencontres sur le réseau, pour ce que disait tout à l'heure Clarisse, voilà, pouvoir venir aussi tester, rencontrer les statuts, le juridique, parler d'études de marché, savoir ce que c'est avant de payer quelqu'un, en tout cas trouver des partenaires concrètement sur le territoire. Ça marche. Merci beaucoup, Caroline. Et bravo. Wow. Moi, le dernier mot, c'est wow, c'est génial, c'est hyper inspirant. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. On avait une question. Est-ce que c'est pertinent d'avoir un mentor, un ou une mentor, j'imagine? Est-ce que vous avez eu recours à des conseils comme ça qui vous suivent un peu dans la durée, d'entrepreneurs expérimentés? Moi, j'ai un coach. Un coach? Ouais. J'ai un coach, mais que j'ai payé, donc pas un mentor. Okay. J'ai payé pour voir. C'est cool. Non, je paye une mentor, mais c'est bien. Peut-être dans le réseau peut mettre en place. Si, j'ai une connerie. J'ai fait parcours lauréat chez Réseau Entreprendre, et c'est vrai que mon parrain, il me restructurait bien tous les mois. Il y avait la météo, voilà, les moments forts de l'entreprise, les objectifs. Si, j'ai eu un bon mentor chez Réseau Entreprendre. Et toi-même, aujourd'hui, tu mentors des jeunes boîtes. C'est sans doute parce qu'il y a une utilité pour ces jeunes boîtes-là. Ouais, il y a une forme de réciprocité intéressante, c'est clair. On a un peu d'expérience avec les années passées dans la création de la start-up, et si on peut donner, avec grand plaisir. On retrouve vraiment ce caractère-là chez la femme entrepreneur.
je reçois et je redonne à un moment donné, effectivement, ce mode-là. C'est ce que disait Karine tout à l'heure sur la complémentarité, finalement, des parcours. Formation, conseil, mentoring, qui peut venir effectivement s'adosser à l'évolution. Ça marche. Merci à tous, sauf ce qui est un mot de la fin. Je vous propose qu'on passe à la séquence suivante. Alors, pas de complexe. Pas de complexe. Pas de complexe. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le business, quel que soit l'intervenant en face de nous, pas de complexe. Créer, c'est exceptionnel déjà, donc pas de complexe. Bon, merci à toutes les trois, merci à Caroline également qui est partie. Je pense que vous avez inspiré, j'espère en tout cas, les gens qui assistent à ce webinaire. Donc, merci beaucoup. On vous laisse quitter le plateau. Et du coup, j'invite Delphine Rode, ou en tout cas cette étiquette, à me rejoindre à peu près au milieu comme ça. Du coup, sur les événements qu'on fait en partenariat avec les collectivités, ici avec l'Enval TRMR, on a toujours à cœur d'inviter non seulement des startups, des jeunes entreprises, mais aussi des entreprises qui ont une historique sur le territoire et dont l'histoire renseigne un petit peu. Grand Étiquette en fait partie ici, donc je vais vous laisser présenter l'entreprise. Je crois qu'on a quelques slides. Et puis, préparez vos questions, personnes qui participent avec nous en visio, éventuellement les personnes dans la salle aussi. Pour Delphine, on part pour quelques minutes de présentation, suivi d'échanges libres sur le sujet. D'accord. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Il y a peut-être quelques hommes quand même parmi les connectés, je ne sais jamais. Écoutez, je voulais vous présenter un petit peu l'entreprise en quelques slides. Grand Poste Étiquette est une entreprise qui est basée à Lamballe, historiquement. Et nous concevons des solutions de marquage et d'étiquetage pour des clients en B2B. Autrement dit, nous fabriquons des étiquettes que vous pouvez sans doute retrouver dans vos placards, dans vos frigos, sur les colis que vous recevez de la poste, etc., etc. Un petit peu chez vous, en fait. Ouais, on va faire rapide. Donc, en quelques éléments, donc c'est assez classique comme présentation. Donc, nous sommes une entreprise familiale qui regroupe 120 collaborateurs d'entreprise. Nous travaillons sur 3 sites. Nous travaillons principalement à Lamballe, à Saint-Jacques-de-la-Lande et à Hénin-Villien, qui est dans la banlieue lambalaise, qui est un vivier d'entrepreneurs assez important pour le territoire aussi. Et nous réalisons 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, nous fabriquons des étiquettes sur mesure, à la demande, personnalisées, de toute forme, de toute matière, de toute couleur. Voilà. Donc, on essaie d'en proposer des solutions. Et puis, nous nous engageons à livrer la bonne solution au bon prix et au bon moment, parce que la notion de timing dans nos métiers est très importante. L'entreprise, en fait, a été créée en 80. Alors, on ne peut pas vous faire tout le déroulé, mais 1980 Hénin-Villien par. Alors, je ne suis pas une créatrice d'entreprise. Et donc, du coup, ça m'a quand même interpellé les propos de tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai finalement plus de points communs avec un homme repreneur, une femme entrepreneuse, créatrice ou autre. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a une vraie segmentation sur la partie repreneuse et créatrice. Moi, je suis une repreneuse, je ne suis pas une créatrice. Donc, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les personnes, quelles qu'elles soient, hommes ou femmes, qui osent se lancer dans un projet de création. Je pense que c'est une dynamique de lancement qui est très différente. À un moment donné, on se rejoint dans les problématiques, dans les enjeux et autres, mais c'est très, très différent. Donc, l'entreprise a quelques dates marquantes que vous voyez sur les slides. Voilà, donc on essaie de progresser. C'est aussi pour dire qu'il y a une logique de continuité en fait, dans l'aventure, ce qui me concerne, puisqu'elle a commencé en 80 avec quelqu'un qui est décédé depuis. L'entreprise a été reprise en 90 par mon père. Moi, j'y travaille depuis 2003. Ça fait déjà 17 ans. Des fois, ça me j'ai peur. Et puis, je suis restée. J'y suis restée peut-être aussi, sans doute, parce que je n'étais pas faite pour la reprendre à la base. Donc, je n'ai pas été éduquée ou construite pour ça. Et donc, j'ai assez vite lâché sur ce qui convient de faire, ce qui est la norme finalement, puisque je n'ai pas côtoyé les grandes écoles ni rien. Donc, finalement, je pense gagner du temps en ne pas avoir à me débarrasser d'un certain nombre de choses. On parlait de la légitimité tout à l'heure, ou des complexes et autres. En fait, quand vous ne savez pas vraiment où ils sont, du coup, il y a peut-être un peu moins, en fait. Donc, ce n'est pas un conseil de ne pas faire d'études, du tout, mais peut-être pas tout à fait celles qui rentrent dans les bonnes cases actuelles, qui sont sans doute en partie en déconstruction en plus.
Voilà. Et puis le colibri, à partir de 2020, l'année 2020, bon, elle a marqué tout le monde. Nous, elle nous donne finalement un nouvel élan. Un des objectifs, c'est systématiquement d'essayer de trouver des opportunités, une forme de création quelque part, par contre, à partir d'événements qui se produisent. Et donc, nous, on s'est amusé cette année avec un musée. Pas toujours très drôle, hein, mais en tout cas, tant qu'à faire les choses, autant le faire avec un peu de, voilà, un petit peu de peps, avec un colibri qui nous a animés à l'intérieur de l'entreprise et avec nos parties prenantes externes toute l'année, avec un objectif de faire notre part. Voilà. Ok, alors c'est un peu. De toute façon, vous me couperez, hein. Oui, non, mais la métaphore du colibri, je pense qu'elle est connue. Ouais, voilà, donc elle est un petit peu, mais nous, ça a vraiment été un moteur dans la communication, dans le sens, en fait. Ça a été une grosse année de remise en question sur le sens. Qu'est-ce qui fait qu'on va au boulot? Qu'est-ce qui fait que, voilà, est-ce qu'on se sent sécurisé dans l'entreprise? Comment elle joue son rôle aussi par rapport à ce qu'on vit par ailleurs en tant que citoyen et autres? Ça a re-questionné pas mal de choses cette année-là. Et l'entreprise, avant de faire des étiquettes, c'est d'abord et avant tout une entreprise de valeur et d'engagement. Et donc, avec une continuité depuis les années 80, avec, vous voyez, quelques éléments très clés et qui guident, en fait, qui servent de boussole dans les décisions, dans les choix, et qui permettent aussi l'acculturation des personnes qui intègrent l'entreprise. On a un mode d'organisation d'entreprise qui est un peu particulier, clairement qui ne convient pas forcément à tout le monde, qui est basé sur hiérarchie très horizontale, enfin, voire pas du tout. Je pense que la seule personne qui connaît l'organigramme dans l'entreprise, c'est Margot, qui travaille aux ressources humaines, puisque moi, en l'occurrence, l'organigramme, je m'en moque un peu. Et bon, c'est des schémas qui ne conviennent pas forcément à tout le monde, mais voilà. Et donc, on a travaillé aussi, depuis, on a rebâti plein de choses il y a à peu près 2 ans sur les valeurs de l'entreprise qui ont été travaillées par les personnes qui travailler à l'entreprise, et puis voilà, de toujours cette logique de cohérence, de pérennité, en fait, sur une entreprise familiale. Ce sont des éléments importants, en tout cas, qui guident. Voilà. Donc, on est moins dans l'impulsion, dans l'explosion de la création. Nous, moi, je suis dans une phase aujourd'hui d'entreprise, voilà, dont son enjeu, c'est la pérennité, ce qui suppose qu'elle se réinvente aussi. Donc, c'est une autre forme de création à partir d'un existant, mais qui a besoin de se réinventer et de jongler, de jouer aussi avec des parcours individuels très différents dans l'entreprise. Les phases de l'entreprise sont différentes et parfois on peut être difficile à faire matcher dans les équipes ou dans le sens ou dans le c'était mieux avant, etc. C'est ça nos enjeux. Voilà. Voilà. Ok, merci pour ce premier aperçu de l'entreprise. On a la possibilité. Non, c'était rapidement, ouais, sur la partie RSE, c'est une thématique en fait dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et en fait, on a appris qu'on faisait de la RSE parce que ça s'est appelé comme ça dans le grand public, mais en fait, on est animé depuis très longtemps dans l'entreprise. Je dis on parce que ça c'est du commun avec mon père. On n'a pas tout en commun, mais on a certain nombre de principes et de piliers, on va dire, qui perdurent dans l'entreprise, et la logique de performance globale. Et donc de RSE aujourd'hui, c'est un des maillages de fond. Et la performance globale, ça implique évidemment une performance économique de l'entreprise. Et donc de chacun des projets, il faut qu'il soit viable. Et en fait, il peut être viable de mon point de vue, évidemment pas n'importe comment, c'est-à-dire en impliquant et en investissant fortement et durablement dans le social, dans le sociétal, dans l'environnemental. Et c'est cette cohérence globale et territoriale, souvent, qui fait que l'aventure collective sera pérenne. Voilà, maintenant ça s'appelle RSE, il y a des visibilisations, il y a plein de choses, mais ça reste un moteur quand même profond. Voilà, et puis c'était pour donner quelques exemples de RSE, mais très honnêtement, vous aurez peut-être des présentations. C'est plus pour illustrer que donc l'entreprise à 40 ans, en fait, il y a des éléments qui apparaissent dès les années 90 et qu'on réinvente en fait au fur et à mesure et qui peuvent se traduire autrement aujourd'hui. Voilà, ce qui est Grandiose Étiquette. On regroupe 40 emplois différents dans l'entreprise. On a aujourd'hui une répartition homme-femme qui est inégale, c'est-à-dire qu'on a un atelier de production qui est essentiellement composé d'hommes. Donc, on a un enjeu, effectivement, pas que femmes, hein, c'est-à-dire que moi, pour le coup, femme, c'est peut-être un angle de regard, mais l'âge aussi, l'expérience, les parcours de vie, les tempéraments, les personnalités. Voilà, on est en recherche permanente de diversité au sens synergique du terme. Voilà, ce qui est
esthétique. Ça marche, merci pour cette Je belle... vous invite à aller voir le site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus. Peut-être, on s'oriente vers le mot de la fin déjà, mais les conseils que vous donneriez à des repreneuses ou à des entrepreneuses qui se lanceraient, et notamment autour du sujet de la légitimité, parce que potentiellement vous n'étiez pas formé à la reprise de ce entrepreneur, comme vous nous l'avez indiqué. Comment vous avez vécu ce sujet de la légitimité? Alors, je pense que c'est une question qui doit être, j'imagine, très personnelle. Ça dépend vis-à-vis de quel regard on attend et de la part de qui. C'est-à-dire que, alors je vais parler pour moi, j'attends de la légitimité de personnes ou de groupes de personnes pour qui j'ai de l'estime. Et il y a un certain nombre de groupes de personnes qu'on a pu côtoyer, que ce soit dans l'éducation ou autre, pour lesquels j'ai assez peu d'estime. C'est-à-dire que je les aime pas en tant que personne, mais dans l'institution et autres. Donc, je ne suis pas en quête de légitimité institutionnelle. Par contre, le fait que ce soit une entreprise qui a été créée, qui a déjà un parcours et une histoire, là, par contre, ça pose la question de la légitimité vis-à-vis des collaborateurs déjà dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est des regards, par contre, qui vont compter. Et le fait d'avoir intégré l'entreprise en étant opérationnel et d'avoir, enfin, opérationnel au sens de, j'ai appris à faire les métiers de terrain. Et donc, ça, moi, c'est comme ça que ça m'a construit la légitimité de la gestion de l'organisation et de la direction et du cap à donner, en fait, parce que je savais où étaient les fondamentaux, les racines et la compréhension qu'on était aussi un écosystème où tout le monde comptait, tout le monde a sa place. Et heureusement, il y a plein de métiers que je ne sais pas faire en entreprise. Donc, très vite, la légitimité s'est faite là-dessus. Et sur un conseil, sur une reprise, je pense qu'il faut être très attentif à l'accompagnement du cédant. C'est-à-dire que le cédant, souvent, on a des accompagnements techniques, des experts comptables, juridiques, fiscales, etc., etc. Le cédant, souvent, c'est, bah, écoute, il empoche un chèque, donc salut, au revoir. Sauf que le cédant, quand c'est joué de terre, vous le voyez le lendemain, le dimanche d'après, pas du dimanche. Donc, s'il va pas bien, vous reprenez encore derrière. Et à l'inverse, celui qui reprend, quelque part, il est chanceux parce que c'est un héritier. Donc, en gros, c'est, écoute, maintenant tu y vas, on t'a laissé des choses déjà construites. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un accompagnement sur les projets d'après pour le cédant, le projet d'après pour le repreneur. Et il y a une phase un peu de pédale d'embrayage à assurer. Ça se fait sur un temps, il faut un temps pour le faire, et avec différentes phases. Plus que le technique. Le technique, il y a de l'expertise, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vraiment sur l'accompagnement du projet aussi du cédant. Une question que vous avez posée en préparant l'interview aussi, c'est l'innovation chez Grand Ouest Étiquette, c'est quoi? En tant que technopole, forcément, on se pose la question. Oui. Et c'est pas forcément du produit ou alors, non, c'est pas de la haute technologie. On va pas inventer l'avion du futur. Enfin, en tout cas, on est ambitieux, mais quand même pas à ce point-là. Mais en fait, on est dans cette réinvention permanente. C'est-à-dire que l'écosystème global, la société fait que de toute façon, il faut qu'on évolue et qu'on invente des choses. La posture de base, c'est d'être capable de se re-questionner en permanence, d'imaginer des réponses ou d'envisager des réponses, d'oser proposer un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on a une hiérarchie assez plate, c'est que en fait, les initiatives, elles viennent de partout et elles viennent de profils, de personnalités, de parcours. Et en fait, je pense que c'est déjà au moins de laisser l'opportunité à l'innovation. Et après, ça se matérialise par des petites choses. Je donne une illustration comme ça, mais c'est vraiment anecdotique d'un certain point de vue. C'est donc pendant la phase de premier confinement, on a un collaborateur, on demande toujours à nos collaborateurs, collaboratrices, c'est quoi vos talents en dehors de votre métier? Et puis ouais, Sébastien, il dit non, mais c'est bon, je le dis tous les ans, c'est bon, j'adore la photo, et puis je vois pas à quoi ça sert. Bon, c'est pas la photo. Pendant le confinement, en fait, il a pris l'initiative d'envoyer des photos qu'il prenait de la campagne, de ce qui lui plaisait, en fait, aux personnes qui étaient en télétravail. Donc, qui étaient de fait pas sur le site, puisque nous, le site est resté ouvert. Et donc, les personnes qui étaient en télétravail recevaient une photo de Sébastien tous les matins. C'est mis dans sa fiche de poste, ça a été pas de. Enfin, voilà, il l'a fait parce qu'il a vendu. Donc, en fait, on a récupéré tous les fichiers et puis, en finir, on les a imprimés dans l'entreprise et on a fait une exposition photo pour le retour des personnes qui télétravaillaient et donc aussi pour lui, un petit peu en mode t'attendais pas de retour, mais ça fait plaisir de le faire.
Et en fait, moi, je considère que ça fait partie de ces types d'innovations, en fait, qui font qu'elles ne changent pas forcément le monde dans sa globalité, mais elles vont changer la manière dont on va travailler et fonctionner les uns avec les autres dans notre quotidien, quand même, où on passe un certain temps en entreprise. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui font la différence. Ouais, c'est pas une petite innovation. Le sujet du retour au travail après le télétravail et des organisations en mode télétravail, c'est un vrai En sujet. tout cas, voilà. Et ça peut se faire parce qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui s'autorise, qui initie, qui voilà. Il faut demander est-ce que je peux faire. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Bon, je vous aurais compris, je pense que Grand Associate, c'est une organisation innovante par son organisation, justement. Parfois un peu désorganisée, il faut bien le dire, mais quand même. Flexible. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Delphine Rowe. Je pense que ça a été très enrichissant pour nous tous. Du coup, je vous propose de passer à la dernière séquence et de laisser la place à Eric Trottel de la Castine, que je vais laisser passer à la caméra. Pour un pitch de 5 minutes. Bonjour, merci Julien. Alors, moi, je vais vous présenter donc une toute jeune société qui s'appelle Castine, une société qui est née en janvier 2019, mais imaginez en janvier 2018. Donc, une société qui fabrique des chaussures qu'on va qualifier plutôt de bien-être. J'avais vu qu'il avait mis orthopédique, mais on va plutôt parler de bien-être, avec des produits qui sont conçus, imaginés en France, mais fabriqués au Portugal, et vous allez voir pourquoi. Alors, je vais vous présenter l'équipe fondatrice. Alors oui, dans les start-upeuses, alors moi, je suis pas une femme, mais par contre, j'ai 2 femmes qui m'entourent, donc la mienne, et puis son associée depuis très très longtemps, Tiffaine Le Higarat. Donc toutes les deux, Elisabeth et Tiffaine, sont diplômées d'État depuis plus de 15 ans en podologie, mais elles ne peuvent pas être salariées de l'entreprise puisque l'ordre de la podologie les empêche. Donc, je suis à la présidence de la société. Alors, on va parler maintenant des équipes qui nous entourent. Si on peut changer le slide. Alors, voilà. On a beaucoup parlé tout à l'heure de structure, de start-up et d'accompagnement avec notamment Clarisse qui évoquait ce sujet-là. Alors nous, oui, on se fait accompagner. Alors, elle a parlé d'avocat, oui, voilà, avocat d'affaires, expert comptable, et puis aussi Bruno Chevalier, que je nomme parce que lui, il a une société qui s'appelle Équipage Innovation. Et en fait, dans les Côtes d'Armor, il est le parfait soutien pour les startups innovantes, parce qu'il maîtrise un peu tous les sujets, notamment les chiffres, mais il a lui-même été chef d'entreprise, donc et il est encore chef d'entreprise, donc il a managé des équipes, donc il est très important. Ensuite, alors, un technicien, Patrick Magnet, alors lui, il est basé dans le sud de la France, Romans-sur-Isère, fief de la chaussure, expérience depuis 30 ans dans les chaussures, avec des marques notamment comme la Fuma ou Aigle, dans lesquelles il a œuvré. Il est lui-même concepteur avec sa société Insoft de chaussures, mais il est aussi parfait pour nous accompagner parce qu'il est depuis toujours, moi ce que je dis, un cordonnier plus, c'est qu'il est vraiment excellent dans l'accompagnement pour fabriquer les chaussures. Donc aussi un site internet, donc tous azimuts hein, pour les nommer, basés à Saint-Brieuc et qui sont faciles, disponibles et qui nous accompagnent sur notre site marchand castine.com. Aussi une plateforme logistique puisque notre stratégie de commercialisation, donc les achats se font par Internet et nous livrons après avec des départs de plateformes logistiques. Alors Futurlog c'est basé en Normandie. Alors voilà. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va dire que d'un besoin est née l'idée. On le résume souvent comme ça. Alors, vous avez 2 photos avec la même personne, exactement la même personne, prise à 1 minute d'intervalle. Elle est porteuse de chaussures qu'on a, je dirais qu'on voit régulièrement. Et puis, en dessous, la photo 2, elle a installé ses pieds dans des castines. Donc, castines qui, dans le cadre de la fabrication de ces chaussures, intègrent des semelles qui sont fabriquées par des podologues et qui permettent justement d'équilibrer des chevilles, des bassins, des dos
rien qu'avec notre semelle confort. Donc, de cette idée, donc l'importance d'être bien chaussé, j'ai voulu intégrer cette slide parce que c'est trop souvent oublié de la plupart des gens. Donc, pour être bien chaussé, il faut d'abord une chaussure avec un bon maintien. C'est l'élément fondamental et indispensable, et c'est l'objet d'un de nos 2 brevets, en fait, le maintien sur la partie postérieure du pied, c'est-à-dire à l'arrière, parce qu'il faut qu'un pied soit accompagné à regagner sa place sur sa semelle pour que ça soit efficace. Donc, c'est une semelle confort aussi, qui respecte parfaitement l'anatomie d'un pied. Ça, c'est ce qu'on s'évertue à mettre dans toutes nos chaussures. C'est une semelle d'usure qui va dans le temps, parce qu'une semelle d'usure qui s'abîme un peu trop vite et on va vite retomber dans ses travers. Il y a aussi la possibilité de porter ses semelles orthopédiques. Alors ça, c'est la grande particularité de nos chaussures, c'est que dans tous nos modèles, il y a possibilité d'extraire notre semelle confort au profit de la semelle orthopédique réalisée par des podologues et qui vont permettre aux gens de porter leur propre traitement à l'intérieur de chaussures ouvertes, qui aujourd'hui n'existait pas, peu ou mal. Aussi, ça favorise une bonne circulation du sang, le fait d'être bien chaussé. C'est ce qu'on s'évertue avec nos semelles. C'était la fameuse pompe de Lejar, en fait, pour les techniciens. Donc, nous, on la respecte parfaitement, c'est-à-dire que nos semelles permettent au sang de bien circuler à l'intérieur, de bien être actionné par les pieds pour remonter vite et bien, ce qui permet une bonne récupération et puis surtout d'éviter d'avoir des jambes lourdes ou des choses comme ça. Du confort pour éviter aussi les déplacements contraignants parce que aujourd'hui, des fois, on se chausse esthétiquement, mais par contre, on est douloureux quand on se déplace. Et puis, l'esthétisme, j'ai voulu mettre un petit accent là-dessus parce que on est dans un pays de la mode, donc on essaye d'apporter de l'esthétique à nos chaussures, ce qui n'est pas forcément toujours vu dans les modèles qui permettent des accueils de semelles, qui traitent de problèmes podologiques. Alors la gamme Castin, on a essayé de penser à tout ce qui existait sur le marché en matière de chaussures ouvertes. Donc on a des tongs avec un entre-doigt, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un dépôt de brevet, mais on a aussi des claquettes, des sandales hommes, sandales femmes. On a une chaussure compensée aussi qui va arriver très très prochainement au mois d'avril avec un talon de 3 cm. Ça, c'est exclusivement réservé aux femmes. Et puis autrement, des chaussons qui vont naître au mois d'octobre en cuir et en laine. Et on a aussi un sabot médical qui arrivera pour le printemps. Alors là, je vous ai mis un peu la gamme de Castin avec tous les modèles pris sous différents angles. Et le sabot médical qui permettra à tous les soignants, hommes, femmes, qui chaussent du 36 jusqu'au 47, de pouvoir porter leurs semelles lorsqu'ils en ont, ou au moins s'installer dans des chaussures bien-être lorsqu'ils sont au travail, ce qui est très, très, très souvent réclamé aux podologues lorsqu'ils les consultent. Alors, les chaussures Castin s'adressent, donc, comme je vous le disais, aux enfants, aux femmes et aux hommes. Donc, à partir du 34 chez les modèles enfants, et puis jusqu'au 47 pour les modèles hommes. Donc, avec une double largeur, puisque un pied masculin ou certains pieds féminins sont larges, et donc les pointures 40, 41, 42, régulièrement mixtes, permettront justement, grâce à sa double largeur, de pouvoir satisfaire le maximum de monde. Alors en France, je vous ai mis un peu le marché français, donc c'est 415 millions de paires de chaussures vendues par an, donc c'est un peu plus d'1 million par jour, mais il ne s'en fabrique que 19 millions. Alors vous avez ici les chiffres qui vous montrent le pourquoi on travaille à l'étranger. Et puis 7 millions autrement de personnes portent des semelles, donc, et 9 Français sur 10 ont déjà souffert de problèmes de dos. Donc 84% chez les 18-24 ans, ce qui est énorme, et personne ne s'en occupe, puisqu'il n'y en a que 1 sur 5 qui traite le problème de son mal de dos chez cette population de 18-24 ans. Donc c'est un vrai problème, et c'est souvent lié au chaussage. La concurrence, donc Scholl, Fincomfort, Birkenstock, Mephisto, Mediconfort, c'est peut-être des noms qui vont causer à beaucoup de monde, notamment Birkenstock, qui est à peu près la seule marque qui apporte un peu de bien-être, puisqu'il respecte un protocole podologique.
Alors, un maintien postérieur breveté, c'est ce qu'on s'est évertué à faire pour qu'on puisse intégrer nos semelles orthopédiques. Une semelle confort qui respecte parfaitement l'anatomie d'un pied, c'est ce que je disais. Et puis autrement, une semelle qui est amovible dans tous nos modèles pour qu'elle puisse être remplacée par la semelle du podologue, évidemment en s'appuyant sur son podologue pour les installer à l'intérieur de nos chaussures. Là, je vous ai mis la tunique décomposée, en fait, avec le maintien postérieur qu'on voit sur contrefort breveté sur la partie arrière, sur lesquels viennent s'insérer les brides réglables en longueur. Et puis autrement, vous avez une technique d'ouverture qui a été brevetée sur la partie avant au niveau de l'entredoigt, avec un système de démontage par quart de tour et un bouton de pression qui permettra justement de pouvoir changer les brides et puis de les faire évoluer en fonction de cette tenue vestimentaire. Alors, en gros, on va de 69,90, un peu moins même pour les enfants, 65,90 €, mais jusqu'à 130 € pour le modèle élégant. Et pour les sabots médicaux et les chaussons, ça viendra bientôt puisque les produits sont en phase de finalisation. Alors, comment va-t-on chercher nos clients? La porte privilégiée est celle du podologue, ils sont 13 500, ça fait beaucoup de coups de fil à passer. Et autrement, c'est les orthopédistes, orthésistes, ils sont 500 cabinets. Les chirurgiens orthopédiques, 3 500 en France, toutes ces personnes sont concernées par la posture. Les sociétés de fabrication de semelles 3D pour les podologues qui externalisent leur fabrication de paires de semelles aussi, puisqu'ils ont beaucoup des fichiers de clients qui sont importants, de podologues, donc ils communiquent et donc ça nous met en avant. Et autrement, les réseaux sociaux, salons de podologie, des écoles de podo, elles sont 13. Les hôpitaux, cliniques, EHPAD aussi. Alors, on commande chez Castine par Internet, un site qui va bientôt parler anglais et espagnol. L'anglais, c'est quasiment fini. L'espagnol, c'est en cours. Donc, on livre à domicile par relais colis ou par livraison directe à domicile, d'ailleurs, par Chronopost. Le développement à l'international, on le fait par les distributeurs et puis tout récemment par les marketplaces pour essayer de toucher les pays d'Europe. Et autrement, les réseaux pharmaceutiques aussi constituent une piste que nous explorons, car sur certains secteurs géographiques, notamment nos dom-tom, ils passent beaucoup par les pharmacies. Et voilà, la petite conclusion sur toutes les coordonnées de notre société, donc qui est basée à Lamballe, dans les Côtes d'Armor. Et puis Castine, pour la petite histoire, c'est les habitants de Saint-Calguildo, donc c'est un petit côté régional. Donc les habitants, c'est les Castins, mais les habitantes, c'est les Castines. Donc on a modifié avec le cas de kinésis du mouvement, donc très cher en fait à tout ce qui est kinésithérapie et puis au podologue. Et en plus, c'est une jolie lettre. Merci beaucoup Eric. Et du coup, Castine, c'est les habitantes de Saint-Cal, c'est aussi les entrepreneuses à l'initiative du projet avec vous. Donc, merci pour ce pitch, qui est aussi un projet d'entrepreneuriat féminin, même si ce n'était pas indiqué sur l'ordre du jour, ce jour. Merci beaucoup. Elles ont été prépondérantes dans l'initiative et elles sont au cœur de la validation de tous nos produits. Donc, elles sont indispensables. Moi qui ai toujours travaillé auprès de femmes, puisqu'il y a une première carrière dans l'assurance, elles ont toujours été d'un grand soutien pour moi. C'est pour ça que je suis fier d'avoir participé à ce projet. Merci beaucoup. Je vous propose de céder la place à Lamballe Terrenet, à Cédric et Émilie pour le mot de la fin de ce webinaire. Je vais passer le fauteuil. Je crois que vous avez des slides également. Donc, je vous cède la parole sans plus d'introduction. Donc, merci déjà pour la tenue de cet événement là, sur Lamballe, dans l'écosystème, sur les ateliers de Technopole, sur l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat au féminin, les réseaux, des témoignages des entreprises locales, de la création, développement, une entreprise historique dans le paysage. Les réseaux qui ont pu apporter également, comment dire, les explications sur le suivi, l'écosystème qui se verse autour de nous entre la création, le développement et un petit peu de parrainage qui est toujours important dans le suivi de la vie d'entreprise. Ces ateliers de la Technopole sur la création, sur l'innovation sont aussi en lien avec le label Territoire d'industrie
auquel on porte énormément sur l'innovation sur le territoire, la création d'entreprises, la connaissance des métiers, l'interconnaissance des dirigeants. Et on va pouvoir peut-être parler de 2 ou 3 labels sur l'entrepreneuriat féminin. Oui, du coup, en fait, on a parlé d'entreprendre au féminin, de femmes de Bretagne, mais il existe aussi d'autres réseaux d'entrepreneuriat. Il y a 100 000 entrepreneurs, j'ai fait exprès de mettre le E pour essayer de féminiser les mots, parce qu'en fait, eux, dans leurs objectifs, là, on voit bien que c'est renforcer l'égalité des chances pour les jeunes, donc c'est en lien en fait, de pouvoir mettre en lien les jeunes et les entrepreneurs pour créer des envies. Et en fait, ils ont intégré aussi dans leurs objectifs de promouvoir l'entrepreneuriat porté par les femmes. Donc là, je fais le lien aussi avec le réseau industriel en lien avec ma casquette territoire d'industrie, puisque c'est un réseau composé de 1000 femmes qui doivent porter justement la place des femmes dans l'industrie. Et donc, du coup, dans la slide suivante, je vais y revenir après, Julien, tu pourras évoquer le programme Leadership. Mais dans la slide suivante, en fait, on voit qu'il y a un appel là, concernant cette semaine de l'entrepreneuriat pour les femmes, et notamment avec l'industrie. Là, on est dans le mois de l'industrie. Et donc, du coup, ils appellent aux industriels de pouvoir partager leurs expériences dans les classes en lien avec le réseau 100 000 entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page LinkedIn. Ça bouge beaucoup via ce réseau et puis à proposer vos compétences, vos retours d'expérience pour partager vos parcours. Je pense à Delphine Roux qui était parmi nous ici et qui représentait l'industrie. Aussi Clarisse Lecourt, voilà. Et peut-être du coup Easy aussi. Donc voilà, je vais laisser la main à Julien. Oui, juste pour un tout petit point d'info sur une information qui nous est parvenue par la région Bretagne il y a quelques jours. Donc l'EIC, c'est le European Innovation Council, ça labellise les startups les plus prometteuses en Europe, notamment avec un programme qui s'appelle l'EIC Accelerator, et puis on a une selon Walter Emer qui a eu ce soutien-là et qui est une magnifique startup. L'EIC propose de mobiliser des mentors pour l'accompagnement des entrepreneuses lauréates de ces programmes. Donc, ce sera une contribution bénévole, hein, c'est du mentorat pro bono qui est recherché. Mais si vous êtes entrepreneur avec plutôt beaucoup d'expérience, cadre avec aussi beaucoup d'expérience ou investisseur, vous avez le lien sur la présentation pour candidater pour devenir mentor de super entrepreneuses européennes qui iront certainement très loin. C'était juste le petit point d'info. Ok, très bien. Du coup, pour clôturer, on a déjà fait le tour, mais merci à toutes et à tous. Nous, on est présents à Lamballe Terre et Mer, mais on fait partie aussi du service public d'accompagnement aux entreprises avec la Technopole, la région Bretagne, et puis comme je reprendrai les paroles de Karine, mais et bien d'autres acteurs du monde économique. Donc voilà. Merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Cédric pour votre confiance aussi pour l'organisation de ce webinaire. On va vous laisser. Moi, je voulais remercier Claudie avec laquelle on a co-construit cet événement aujourd'hui, qui a fait la régie aujourd'hui, et puis Cécile qui a aussi fait la régie vidéo. Donc merci à tous. Le webinaire sera disponible en replay très rapidement. Et puis à bientôt, j'espère, sur des événements en présentiel, tant qu'à faire, organisés par la Technopole. Donc, merci à tous, à très bientôt, en espérant en avoir inspiré plus d'un et plus d'une aujourd'hui.